Bonjour Amélie. Bonjour. Peux-tu te présenter? Oui, je suis donc Annemie Schaus, professeure à la faculté de droit et de criminologie de l'Université libre de Bruxelles et avocate au barreau de Bruxelles. Et quel est ton lien avec Julian Assange? Je fais partie de l'équipe de défense, plus pour les aspects droits de l'homme devant la Cour européenne des droits de l'homme éventuellement. Donc cet aspect-là, pas nécessairement devant, mais l'aspect droits de l'homme protégé par la Convention européenne des droits de l'homme. Première question, en quoi l'affaire Assange est une atteinte à la démocratie et aux droits de l'homme? Il y a d'abord atteinte à l'origine à la liberté d'expression, puisque Julian Assange est un journaliste, qu'il a créé un site d'information que vous pouvez comparer à une agence de presse 2.0, sur laquelle des lanceurs d'alerte déposent anonymement des informations qu'ils considèrent être d'intérêt général. Wikileaks vérifie la véracité de l'information, son caractère informatif, et, enfin plutôt qui relève de l'intérêt général ou de l'intérêt collectif, et décide de les diffuser en vrac sans diffuser uniquement les points saillants comme font les journalistes traditionnels. Et donc, en entamant toutes ces poursuites contre lui, c'est en réalité cet aspect-là de son travail que l'on critique, sa liberté d'expression et sa protection des lanceurs d'alerte. Par ailleurs, il a donc fait l'objet de harcèlement judiciaire, d'abord de la part de la Suède, qui délivrait mandat d'arrêt pour des faits dont on sait maintenant, mais qu'on pouvait déjà savoir à l'époque, qui ne constituaient absolument pas des agressions sexuelles, mais des prétextes pour l'extrader vers les États-Unis. Et c'est à ce titre qu'il s'est réfugié dans l'ambassade d'Équateur et qu'il a fait l'objet, là, de 7 ans de détention arbitraire, comme l'a constaté le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Et ensuite, lorsque le nouveau président d'Équateur a décidé de le lâcher, lui a retiré le droit d'asile, la nationalité équatorienne dont il bénéficiait, et a permis à la police londonienne de venir l'arrêter à l'ambassade. Depuis lors, il est incarcéré à la prison de Belmarsh, qui est une prison de haute sécurité. Donc c'est vrai que faire l'objet d'une détention dans une procédure d'extradition n'est pas exceptionnel. Par contre, ce qui est complètement exceptionnel, c'est d'être dans une prison de haute sécurité alors qu'on est journaliste et qu'il n'y a c'est pas des faits de terrorisme qui lui sont reprochés. Et donc là, il subit également des traitements inhumains et dégradants, et même de la torture, comme ça a pu être constaté par le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et les traitements inhumains et dégradants. Merci. Le droit à l'information est-il un droit fondamental et dans quelle mesure entre-t-il en conflit avec le secret d'État? Le droit à l'information est effectivement un droit fondamental, c'est le corollaire de la liberté d'expression. Donc vous avez, vous, la liberté d'expression et moi j'ai le droit d'être informé. Et donc parfois, le journaliste doit répondre au droit à l'information du public et lui apporter les informations qu'il demande. Et donc il est protégé de la même manière. Entre-t-il en conflit avec le secret d'État? Non, pas nécessairement. C'est-à-dire que si vous êtes tenu, vous, au secret d'État et que vous diffusez l'information, alors oui, vous violez le secret d'État. Mais sinon, si vous avez l'information d'une autre manière, donc comme journaliste, vous obtenez l'information, vous avez le droit de la diffuser. Ce ne sont pas non plus des informations concernant une stratégie militaire. On n'était pas la veille du débarquement de Normandie. Donc Wikileaks n'a rien révélé qui mettait la vie de personnes en péril. Au contraire, ce que Wikileaks a révélé, ce sont des faits, des crimes de droit international qui ne sont pas couverts par le secret d'État, puisqu'ils ne sont pas légitimes dans le chef de cet État. Et donc, non seulement il n'est pas la vie de personnes en danger, mais en plus, les informations qu'il a diffusées ne sont pas couvertes par le secret d'État. En outre, c'est l'État qui est soumis, qui peut invoquer le secret d'État pour refuser de donner une information. Donc, par exemple, si vous demandez comment la région wallonne décide d'octroyer des licences d'exportation d'armes, vous n'aurez pas accès parce que ce dossier relève du secret d'État. Vous pourrez contester la licence d'exportation devant le Conseil d'État, mais vous n'aurez pas le dossier sur base duquel la région wallonne a décidé de donner cette licence à la Fabrique nationale ou non. Ici, c'est pareil. Celui qui a violé éventuellement une obligation, c'est Chelsea Manning et Edward Snowden, à savoir leur secret professionnel.
Mais là, ce sont les lanceurs d'alerte qui commettent une faute, qui sont par ailleurs protégés. Donc récemment, par exemple, en Europe, une directive européenne a été adoptée qui protège les lanceurs d'alerte, puisque là, ils sont en conflit entre deux obligations. Révéler une information sur une violation potentiellement massive des droits de l'homme et leur secret professionnel. Et donc là, la directive européenne réglemente cette question. Et ils sont en général protégés. Aux États-Unis, ils sont protégés aussi. Et donc ici, on reproche alors à Julian Assange d'avoir été complice de la violation du secret professionnel par Edward Snowden et Chelsea Manning, ce qui est quand même complètement différent et ce qui par ailleurs n'est pas prouvé. Donc par exemple, on estime qu'il a aidé Chelsea Manning à trouver le mot de passe pour rentrer dans l'ordinateur de la défense, ce qui n'est absolument pas le cas. Merci. En quoi le procès d'Assange n'est-il pas équitable ? Écoutez, là, j'ai quand même un petit devoir de réserve parce que la défense réserve ses arguments pour la procédure qui débute le 24 février. Et donc, voilà, je vais respecter mon obligation professionnelle. Mais je peux quand même vous dire qu'il a accès à ses avocats très peu souvent, donc pas du tout suffisamment par rapport à l'ampleur du dossier, qu'il n'a pas accès à la totalité de son dossier. Quand j'explique ça à des confrères du barreau de Bruxelles, ils hallucinent complètement. Il n'y a pas de raison qu'un avocat ait accès à une partie de votre dossier auquel vous n'avez pas accès. Et donc, il a peu de moyens d'assurer sa défense. Pendant ce temps-là, les États-Unis ont toute une kyrielle d'avocats, mais ont aussi pris 7-8 ans pour préparer l'acte d'accusation. Et donc, le principe de l'égalité des armes est un principe qui fait partie du droit au procès équitable, qui est manifestement méconnu en l'occurrence. Il n'y a absolument pas égalité des armes en l'occurrence. Et donc en ça déjà, il y a une violation du droit au procès équitable. Mais en Suède, c'était pareil. Donc là aussi, les avocats n'avaient pas accès au dossier, sauf à l'audience, mais pas pour préparer l'audience. Donc il y a toute une série d'échanges d'SMS entre les filles concernées auxquelles les avocats n'avaient pas accès. Et quand ils étaient à l'audience et qu'ils pouvaient feuilleter le dossier, ils ne pouvaient pas prendre de photos ou scanner les SMS. Donc il y a vraiment un problème dans l'accès au dossier pour assurer sa défense. Par ailleurs, il semblerait que même les conversations d'avocats soient filmées à belle marche. Donc je ne peux pas vous le jurer, mais c'est vrai qu'il y a une caméra dans le parloir et vous ne savez pas si vous êtes filmé. Or, les conversations entre clients et avocats sont confidentielles, évidemment. Voilà en quoi, sur ces éléments fondamentaux-là, le droit au procès équitable est violé. Par ailleurs, lorsqu'il a été arrêté à l'ambassade d'Équateur, il n'a pas pu prendre ses effets personnels et donc son ordinateur dans lequel il avait déjà préparé des réponses aux accusations, même sans savoir, il devinait ce qui allait lui être reproché, ont été envoyés aux États-Unis. Donc les États-Unis ont accès à sa documentation personnelle mais ne veulent pas le lui rendre. Donc lui-même n'a plus accès au dossier qu'il avait préparé. Donc vous voyez un peu en quoi il y a complètement inégalité des armes dans ce dossier. Par ailleurs, mais bon, c'est assez technique et réservé au tribunal, il y a certains magistrats dont on peut critiquer l'impartialité parce qu'il y aurait des conflits d'intérêts dans leur chef. Et donc ce procès est loin de répondre aux standards européens du procès équitable. Julian Assange peut-il gagner son procès ? Oui, écoutez, moi je pense que oui, et je ne pense pas que je suis une irréductible idéaliste. Je pense que vraiment, il y a des arguments très forts du côté de la défense, que la mobilisation de la société civile va finir par faire réfléchir les magistrats, va faire comprendre qu'il y a un aspect réellement politique au dossier. Et oui. Donc moi, je ne désespère vraiment pas. Ce sont des droits fondamentaux élémentaires qui sont mis en cause dans cette affaire. Et donc même si c'est complexe, même s'il y a eu harcèlement de la part, en tout cas des États-Unis, moi, je ne désespère pas qu'en Europe, on fasse respecter les droits de l'homme et que le caractère politique des délits qui lui sont reprochés soit reconnu par les magistrats anglais. Merci pour tout ce que vous faites pour Julian Assange et Wikileaks. Mais vous aussi, merci beaucoup.